Ponanga Sarah Kabingé limite à la grande envergure au Mokola Lelo. Samedi 22h10, dimanche 8h15, mardi 23h45, des pertes sur la Kamasa, la République démocratique du Congo. Na Moyimbo Kamoka, le Baramala, Masa Kamalamo, Kansa Kamalamo, na 4 gènes mental. Le gène mental, le principe se libakwa koyamba pona bino motomo kwa libongo na ngambo ya bato mayele bango baluka kabala kisaka pe ba proposaka inani maître Chiswaka Masoka Uber azali bongo avocat défenseur de droits humains puis directeur général et institut de recherche en droits humains IRDH en sigle kuna na ville province la capitale économique de la RDC Lubumbashi. Alors on a épandé Torosola Mboka le Torobeta Masolo nini Torobeta Masolo Talibongo la proposition de la loi sur la congolité, la loi Tchani. Surtout qui vient du Katanga, comment on va aller réfléchir loi wana? Est-ce que ce sont des Katangais qui sont des promoteurs de la destruction de la République démocratique du Congo comme les autres le pensent sur les réseaux sociaux? Et de l'autre côté comme ça, il y a une situation qui prévoit l'extérieur un peu démocratique du Congo, mais aussi il a un chercheur, donc l'éducation ne peut pas manquer sur notre table et notre menu. On va parler de l'éducation du peu démocratique du Congo. Le système éducatif, faut-il le revoir, faut-il le changer, faut-il l'améliorer ou bien laisser comme ça, faut-il apporter quelque chose de nouveau? Est-ce que la langue de la communication doit devenir l'anglais, bannir le français, quitter dans la francophonie? Ce sont des propositions, ce sont des questions qu'on va poser. Il y a que répondre, Bissot. Alors pour mettre à l'aise notre invité, vous savez que l'émission généralement en lingala, mais on va faire une émission en français pour permettre à notre invité de bien communiquer. Voilà pourquoi nous disons bonsoir, Maître Chiswaka. Bonsoir, Madame Sarah Kabengele. C'est un plaisir d'être aujourd'hui à Tingi Télévision dans l'émission Tosolo Lamboka. Tosolo Lamboka. Voilà. Alors aujourd'hui, Tokosolo Lamboka. Tokosolo Lango Penandenge Sengeli. Alors on va commencer d'abord par de nouvelles. Comment se passe IRDH? Quelles sont les activités que vous organisez là-bas? L'Institut de recherche en droits humains, c'est un centre de recherche sur les droits de l'homme qui est basé à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, spécialisé dans la recherche, la formation et les plaidoyers sur toutes les questions des droits de l'homme. Nous formons particulièrement des étudiants et des jeunes avocats et magistrats sur des questions de droits civils et politiques, des droits économiques, socioculturels, des droits sociaux et plutôt des droits de la femme, droits de l'enfant, droits de personnes vulnérables, et les médias sociaux, les droits humains. Tout cela se passe dans notre institut. Pour l'instant, nous ne sommes basés qu'à Lubumbashi et nous faisons des recherches dans ces domaines, dans les domaines que je viens de citer. Et en même temps, nous faisons aussi les plaidoyers. Les plaidoyers, ça consiste à mener donc faire avancer une opinion dans laquelle nous sommes convaincus jusqu'à ce que nous allons obtenir gain de notre cause. Dans le cas de la recherche sur la loi que vous avez annoncée, nous avons fait des recherches, nous avons fait des mémorandums et nous sommes en train de pousser pour que l'opinion publique nationale, internationale comprenne notre façon de faire les choses parce que nous avons constaté qu'il y a des choses à redire et qu'il convient bien de le partager avec le plus grand nombre. Partager avec le plus grand nombre, un plaidoyer, c'est ce qui m'a beaucoup tiqué. Vous faites des plaidoyers. Avant d'arriver sur la loi Tchani, quels sont déjà des plaidoyers que vous avez déjà réalisés? Oh, beaucoup. Nous avons déjà fait des plaidoyers sur, par exemple, les recettes dans les secteurs miniers. Nous avons fait des plaidoyers pour retirer les mineurs du secteur minier. Nous avons fait Mais apparemment, ça persiste toujours. Oui. Vous savez, ça, ce sont des phénomènes sur lesquels nous devons beaucoup insister et nous insistons. Et nous avons fait des plaidoyers contre le terrorisme qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, dans les régions de l'Ituri et du Nord Kivu. Nous avons fait des plaidoyers pour la paix en République démocratique du Congo de manière générale. Et aujourd'hui, nous sommes en plein plaidoyer pour qu'on ne puisse pas déstabiliser la nation avec une proposition
des lois qui risquent de diviser la population si on ne la gère pas. D'où tout intérêt d'éclairer l'opinion et particulièrement l'initiateur et le porteur de la loi. Voilà, l'initiateur, le porteur de la loi, l'initiateur c'est Noël Tchenimwa Diavita, le candidat à l'élection présidentielle de 2018, mais aussi l'honorable Nteng Poulou, qui est le député national et mandataire de la République démocratique du Congo au sein de la Société de l'électricité, SNEL en sigle. Alors vous avez parlé de plusieurs plaidoyers avant d'arriver sur le plaidoyer de la loi, de la proposition de loi. Moi, j'aimerais d'abord m'atteler sur la plaidoyer sur l'organisation de loi minier. Vous avez abouti à quoi? Parce que c'est un secteur qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en République démocratique du Congo. Des plaidoyers pour le retrait des mineurs du secteur minier. Maintenant, vous savez qu'il y a interdiction d'utiliser les enfants dans le secteur minier. Mais ça persiste toujours, c'est ça le problème. Oui, mais légalement, on poursuit toute entreprise qui achèterait des minéraux qui sont creusés et vendus par les enfants. Ce qui fait que les entreprises, maintenant, se retiennent d'acheter les minéraux des enfants. Ils achètent des creuseurs artisanaux, mais ils fournissent quand même beaucoup d'efforts pour que les propriétaires ne soient pas les enfants ou les femmes qui ont les enfants, des enfants sur le dos dans les carrières. Si vous vous promenez aujourd'hui dans les carrières, il y a une très forte baisse de présence d'enfants dans les carrières. C'est parce qu'il faudrait une campagne permanente afin qu'on ne laisse pas exploiter les enfants, ce n'est pas leur lieu dans les carrières. Mais qu'est-ce qui empêche que la campagne permanente soit exécutée? Nous continuons à la faire. Non seulement nous, vous suivez qu'il y a plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et particulièrement de protection de l'enfant qui font le plaidoyer non seulement vis-à-vis du public, mais vis-à-vis du gouvernement aussi, de sorte qu'on puisse protéger l'enfant dans la mine. Voilà. Si vous êtes dans les régions comme dans la province de Lualaba ou du Haut-Katanga, vous comprendrez de quoi je parle. Voilà. Alors, nous allons aussi arriver là pour essayer, nous allons venir pour voir, palper du doigt votre travail. C'est très important. Alors, j'aimerais aussi, vous avez parlé du plaidoyer pour la paix en République démocratique du Congo. Quels sont les résultats aboutis par rapport à ces démarches? Oh, vous savez, ça c'est une campagne permanente et c'est progressif. C'est progressif parce que nous avons encore des groupes terroristes à l'est de la RDC qui sévissent dans le pays. Nous avons des victimes qui sont déplacées dans plusieurs camps des déplacés. Alors la campagne que nous continuons à mener jusque maintenant, c'est le retrait des terroristes du M23 vers... et beaucoup sont venus du Rwanda, et qui sont des militaires de l'armée rwandaise. Et l'Union, plutôt l'Organisation des Nations Unies a documenté sur ça. Il faudrait qu'ils puissent rentrer chez eux. Et nous continuons même avec la campagne pour la justice, pour les victimes de ces guerres de l'Est. Après le retrait de M23, qu'est-ce qui va devenir aux victimes qui sont à l'Est? Il faudrait qu'on puisse sensibiliser les ONG au niveau national et au niveau de la province, de sorte que les criminels ne restent pas impunis et que ces criminels ne puissent pas intégrer les forces armées. C'est un travail qu'il faudrait continuer à faire. C'est un travail qu'il faudrait continuer à faire, mais une autre question, je quitte avec de plaidoyer pour parler des questions. Êtes-vous d'avis avec ceux qui disent qu'aujourd'hui les Katangais sont en train d'adopter des fils qui ne sont pas des fils de la République démocratique du Congo, leur donner des nationalités et au finish par après on dira qu'il n'est pas congolais, voilà. Donc bref, les Katangais sont des responsables de la destruction de la République démocratique du Congo à un certain niveau avec la mort de Lumumba, le décès de Lumumba qui a été assassiné au Katanga, Simon Kimbangu assassiné au Katanga. On dit que d'autres présidents ont adopté la nationalité parce qu'ils se sont dit qu'ils sont de Katangais. Aujourd'hui, ce sont des Katangais qui sont au centre du destruction de la République démocratique du Congo. Qu'en pensent les autres, hein? C'est une question que je pose à vous, comme vous êtes au Katangais aussi. Vous me faites rire, parce que ça, c'est une question de la rue. Ah, bien sûr. Ça, c'est le type de questions que les gens se posent quand ils se retrouvent dans les matangas, sans référence, sans aucune conviction historique. Ils parlent des choses en l'air. Alors, comme scientifique, on ne discute pas des questions comme ça.
Ça, ce sont des affirmations gratuites. Lorsque vous voulez poser une question à un scientifique, il faudrait venir avec des précisions. Si vous, On a fait mention à l'association katanguaise qui s'est déroulée les années antérieures. Okay, ils ont parlé de beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne peux pas parler ici à la télé. Très bien. Pour l'intérêt des publics qui sont en train de le suivre. Voilà. Si nous revenons par exemple à la mort de Tshombe, la question serait par exemple que Tshombe est mort au Katanga à telle année parce que tiré ou tué par tel individu dans le contexte d'un complot organisé par un groupe qu'on appelle Katangais. Là, on pouvait bien comprendre. Mais une affirmation qui vient dans l'air comme ça, que les Katangais ont tué Tshombe, bon, écoutez, pourquoi on en discuterait? C'est une affirmation gratuite. Non, les Katangais ont donné la nationalité à un professeur. Mais écoutez, il y a des gens qui sont spécialistes dans ça. Hein. On les appelle à Kinshasa les gnosologues. Oh là ça veut dire les gens qui savent tout, qui discutent de tout et qui n'amènent aucune solution. Ah, nous ne sommes pas de ce type de personnes. On ne va pas discuter des questions comme ça qui sont à l'air. Ok. Alors, on va descendre sur la proposition de loi, la loi Tchani, qui est déjà sur la table de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mousso, avait dit que ça sera aligné. Alors, dans cette session de mars, est-ce que la loi Tchani divise? Une question. Est-ce que c'est une proposition de loi qui divise la République démocratique du Congo? L'intérêt que j'ai dans cette émission, c'est d'éclairer l'opinion publique et surtout d'éclairer les journalistes. Okay. Parce que j'ai comme l'impression que 99% des personnes qui parlent de cette loi Tchani ne l'ont jamais vue. Je suis convaincu. Non, même vous qui me parlez de cette loi Tchani, vous n'avez jamais vu une copie. Oh, qui vous a dit ça? Je ne la vois pas devant vous. Non, mais j'en ai dans la tête. Depuis que cette loi a commencé, je dois commencer à voir ça sur la table. Vous l'avez dans la tête. Et bien sûr, lorsque vous allez parler, je vais vous poser des questions. Ne vous dérangez pas, soyez à l'aise. Nous avons vu cette loi. On l'appelle la loi Tchani dans le cadre promotionnel. Mais c'est une proposition de modification de la loi numéro 004 de 2004 sur la nationalité congolaise. Okay. Alors, cette proposition de modification de nationalité congolaise amène 17 modifications à la loi de 2004. Alors, est-ce que ces modifications telles que ces propositions de modification comme telles, est-ce qu'elles divisent la nation congolaise? Mais je vous dirais que non. J'aimerais d'abord, avant d'arriver sur la division, elle modifie 17 lois, je vous avais dit. Non, elle propose de modifier 17 articles de la loi sur la nationalité. Est-ce qu'on peut énumérer quelques articles? Ah oui, mais bien sûr que... Portez vos lunettes, soyez libres, soyez à l'aise. La proposition de l'honorable Singhi Pouloulou propose de modifier les articles 1, 4, 12, 19, 24, 1, 4, 12, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 51, 52 et 53 de la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Le contenu, ça fait 17 articles. Mais ces modifications, ces propositions de modification, nous les divisons en deux. Il y a les propositions de modification de substance et les propositions de forme. Les propositions de forme, c'est bon, qui devrait prendre la décision à telle matière, comment on devrait appeler l'acte qui devrait sanctionner la nationalité par acquisition de forme. De fond, je vous propose de noter
les propositions de l'article 1, 4 et 26. Donc, ce sont ces quatre-là qui sont très importants. Ces quatre stipulent quoi? articles. Et Ces quatre articles stipulent quoi? ces quatre articles de proposition de modification qu'il y a dans la loi Tchani, à son article premier, et ils sont en train de parler de la nationalité. Je peux vous lire... Sans problème, prenez votre temps. Ici, c'est Solamboka. On va parler pays, on va parler nation. Je vous rappelle que notre thématique, la loi Tchani, les dessous de cartes, on veut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la loi Tchani selon eux. Vous avez suivi aussi l'honorable Ntigi Poulou qui a essayé d'expliquer et nous avons des questions qu'on va poser. Nous allons d'abord laisser le temps à notre invité. Tokoti kana nungonga, l'invité Nabiso à s'exprimer. Abimisa maele nae. Aloba, on va constater comment on va chercher. On va aussi ça qu'on constater. Nabiso peut tokobimisa metuna par rapport à Otoyebi, par rapport à la loi Tchani. Alors je vous laisse la place nous expliquer qu'est-ce que la loi, ces articles stipulent. Voilà. Si vous allez au premier article de la proposition de la loi Tchani, il est en train de parler de la nationalité congolaise. Il dit la nationalité congolaise est une. C'est le premier alinéa et s'arrête là-bas. Et peut-être ce qui est beaucoup plus important à lire, c'est que vous savez, dans une loi, c'est global, le préambule fait partie de la loi. Et le préambule de la proposition de la loi Tchani est aussi très intéressant à lire. Parce que c'est là où l'initiateur enferme son idée. Je peux résumer le préambule dans deux principes très importants qui sont énoncés pour justifier la loi. Le préambule de la loi Tchani sur la nationalité énonce deux principes importants. Le premier, c'est le principe de loyauté et fidélité à la nation congolaise. Et veut que nous puissions avoir dans la gestion des hautes responsabilités de l'État des personnes qui ont une forte loyauté et la fidélité à l'État. Ce principe de loyauté et de fidélité fonde le reste de la loi. C'est le premier principe dans le préambule. Le deuxième principe qui est introduit, c'est l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Ça donne droit à la double nationalité. Il explique dans le préambule qu'on est congolais, on vit congolais et on meurt congolais. Par conséquent, tout Congolais résidant à l'étranger a la possibilité d'acquérir une deuxième ou plusieurs autres nationalités. Déjà au niveau de ce préambule, avec ces deux principes, nous relèvons une contradiction de la loi. Est-ce que vous constatez aussi ça? J'ai compris. J'aimerais qu'on puisse reculer un peu en arrière. Oui. Vous avez dit au premier point, la loi stipule au préambule de la loi Tchani, elle dit que la nationalité congolaise est une. Et une. Voilà. C'est référent à l'article 10 de la Constitution. Oui. Est-ce qu'il y a une contradiction dedans? Une grave contradiction. Comment ça? Si vous lisez l'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo, du Congo, on dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Voilà. Par contre, la proposition de la loi Tchani s'arrête à la nationalité congolaise est une et met point. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que la proposition de la loi Tchani est en train d'exclure le principe d'exclusivité sur lequel se fonde la nationalité congolaise dans la Constitution congolaise. Dans quel article? Il faut nous donner des références pour nous permettre. L'article 10 de la Constitution congolaise dit. Toujours, voilà. Dans la Constitution congolaise, l'article 10 dit
La nationalité congolaise est une et Exclusive. exclusive. Dans le deuxième alinéa, le législateur congolais dit et ne peut détenir la nationalité congolaise, on ne peut pas détenir la nationalité congolaise concurremment avec une autre nationalité. Et la proposition de la loi Tchani, là où elle pêche contre la Constitution, c'est parce qu'elle est en train d'exclure le principe d'exclusivité de la nationalité congolaise et introduire la notion de la double nationalité qui ne se trouve pas dans la Constitution. Autre chose. C'est un autre point. Là, sur un autre point, la loi Tchani est en train de se fonder sur ses propres principes d'irrévocabilité. C'est-à-dire? Donc, le principe d'irrévocabilité de la nationalité congolaise, ça veut dire, il a expliqué dans le préambule, on est congolais, on vit congolais, on va mourir congolais, par conséquent, on ne pourra jamais révoquer sa nationalité congolaise. Ce principe n'est pas dans la Constitution. Vous ne pouvez pas discuter des questions juridiques au Congo qui ne soient pas dans la Constitution. Si vous voulez discuter des questions dans des lois congolaises, il faudrait vous rassurer des deux grands principes. Laquelle? Premier principe, il faudrait que ce que vous discutez en droit corrobore. Ça veut dire concorde. Ça veut dire soit en communion avec l'arsenal juridique du pays. L'arsenal juridique, c'est l'ordre juridique. L'ordre juridique, c'est l'ensemble des lois qu'il y a dans la République. Ça veut dire que ce que vous proposez ne doit pas aller contre les autres lois. Ça doit être en collaboration avec les autres lois. Et deuxième principe, c'est que ce que vous proposez en droit doit se conformer à la Constitution en vigueur. La Constitution ayant cours dans le pays. C'est comme ça qu'on gère le pays. On contraint à tout le monde de respecter la Constitution. Si vous ne respectez pas la Constitution, bon, vous allez permettre à tout le monde, tous les hors-la-loi, d'avoir cours libre. Je peux poser une question? Mais bien sûr, je suis Merci ici pour beaucoup. les questions. Je vous rappelle que nous recevons pour vous Maître Chiswaka. Il est comme ça, avocat défenseur de droits humains. Il est directeur général de l'Institut de recherche des droits humains, IRDH, à Lubumbashi. Maître, vous avez, je sens que les articles sont dans la tête, le droit et autres. Mais selon ce que vous savez, selon ce que vous êtes chercheur, qui est un Congolais, qui peut être appelé un Congolais d'origine selon la Constitution? Très bien, merci beaucoup. Qui est un à Congolais l'article d'origine? 10, deuxième alinéa, est Congolais d'origine. Toute personne qui appartient au groupe ethnique qui faisait ce qui est devenu à l'indépendance de 1961, et plutôt en 1960, la République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui a le sang des groupes ethniques, et les groupes ethniques ont des terres qui ont été rassemblées pour former ce qu'on appelle la République démocratique du Congo. C'est celui qu'on appelle le Congolais d'origine. C'est à l'article 10, deuxième alinéa de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo. Je vais vous dire, la deuxième catégorie de Congolais, c'est le Congolais par acquisition. Et Congolais par acquisition, toute personne étrangère qui, ayant rempli les conditions administratives, a obtenu de l'État congolais la nationalité congolaise. Donc, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons dire? La nationalité congolaise est constatée du fait qu'on appartienne
à un groupe ethnique établi en RDC et la nationalité congolaise d'acquisition est donnée par l'État congolais après une certaine vérification administrative. Je vais vous amener une précision détail. Quand on parle de Congolais d'origine, toute personne qui Mais est-ce que appartient... j'ai pas posé une question? Oui. Est-ce que la Constitution de la République démocratique du Congo a défini celui qu'on appelle un Congolais d'origine? Mais bien sûr. À quel niveau, à quel article? Article 10, deuxième alinéa. Je viens de le dire. Apparemment, vous ne m'avez pas suivi. Je vous ai suivi. Est-ce que vous m'avez suivi? Je vous ai très bien suivi. Je vais répéter. Tout Congolais qui appartient à un groupe ethnique qui a été sur le territoire congolais à l'indépendance. Alors, maître, je vais poser une question. Allez-y. Est-ce que la loi organique de 2004, dans son article 6, contredit la Constitution ou bien complète la Constitution par rapport à la nationalité d'origine, la nationalité congolaise? Pas du tout. Parce que la loi numéro, la loi numéro 024 du 12 novembre 2004, elle est conforme à la Constitution. Elle ne contredit pas la Constitution. Comment vous expliquez ça? Parce que elle ne fait que répéter ce que dit l'article 10. C'est pourquoi, quand vous voyez les propositions de loi dites Tchani, on est en train de vouloir modifier ces dispositions-là en voulant y ajouter la notion de père et de mère. Ça ne se trouve pas là. Mais est-ce un péché? Non, ce n'est pas un péché. À quel niveau cette loi blesse ou bien choque, ou bien à quel niveau cette loi touche la sûreté d'une personne ou bien de l'État, ou bien divise la République démocratique du Congo? Nulle part. Vous êtes étonné. La démarche est biaisée, ou bien on ne peut pas toucher à la Constitution, parce que je sais qu'il existe la révision constitutionnelle. Voilà. Maintenant que vous posez des questions pour bien avoir plus d'éclaircissement, Bien sûr que oui, nous sommes ici. je vais vous amener. La première question, c'était, bon, alors, où se trouve le problème lorsqu'on parle de père et de mère? Vous n'avez pas épuisé la question que vous aviez commencée sur l'article 10, sur la définition du Congolais d'origine. Parce que quand je vous ai dit, et Congolais d'origine, toute personne qui appartient au groupe ethnique congolais, vous vous êtes arrêté là. Il fallait plutôt me poser la question de savoir, mais comment devient-on membre d'un groupe ethnique? Comment peut-on savoir que tel est membre d'un tel groupe ethnique? Parce que le législateur, lui, il veut suivre les groupes ethniques dans leurs coutumes, dans leur application, de leur façon de vivre. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que les groupes ethniques organisent la gestion de certains conflits de base. Les groupes ethniques gèrent la façon de se marier. Quand vous allez vous marier, l'état civil vous demande: est-ce que vous vous êtes conformé à vos coutumes? Est-ce que bofotaki comment? Bofotaki mbongo alibala. Est-ce que bofotaki mbongo alibala? Biloko alibala. Est-ce que bopesaki biloko alibala? Chitara pe amona lingala bezo sala bien. Voilà. Vous voyez toutes ces choses-là. L'État regarde dans vos coutumes. C'est pour amener la paix sociale. Vous voulez dire quoi par là? Dans la paix sociale, vous savez, chez certaines personnes, mbongo alibala, ça peut être $100. Makambwana et Sili. Chez d'autres personnes, si vous amenez $100, vous dites, hey, Azo Sakana Biso, il faut nous amener $10 000. Et puis il donne $10 000. Chez certaines personnes, est-ce que Bayaki ne Biloko Nyosa Libala? Chez d'autres, on amène des vaches, selon leurs coutumes. Dans d'autres coutumes, on amène des chèvres. On amène les... Vous savez ce qu'on appelle les mboujouanima? Voilà. Chez les Balouba, on amène... Oui, on amène les tabacs, les mboujouanima, tout ça. C'est suivant vos coutumes. Alors, l'État ne veut pas perturber votre façon de vivre.
Et quand vous allez vous marier, vous avez des enfants, la coutume organise la filiation. Ok. La filiation, ça veut dire l'enfant qui naît conformément à vos coutumes. Il y a dans certaines coutumes, les enfants suivent leurs parents et c'est le système patriarcal. Dans d'autres coutumes, les enfants suivent leurs oncles, leurs mamans. C'est le système matriarcal. C'est comme ça. Ici, on va dire les Bakwa, les Bénins, suivant le système patriarcal. Et par là, on dirait Tous les Bayombe, voilà. Vous connaissez un système matriarcal dans la République? Bien sûr. Comme exemple? Le Congo central. Voilà. Là-bas, il y a un système matriarcal. Alors, l'État congolais, sachant qu'il y a un système patriarcal, un système matriarcal, on dit, si ces personnes ont la reconnaissance de leurs enfants suivant leurs coutumes, ces enfants-là sont des Congolais d'origine. Voilà d'où est venue la notion de Congolais d'origine suivant l'appartenance au groupe ethnique. Ok, voilà. Je vous rappelle, nous avons reçu pour vous Maître Chiswaka Masoka Huber. Il est avocat et défenseur de droits humains. Il a parlé sur le fond, langage un peu droit et tout. Je vais maintenant partir sur l'idée des initiateurs de la proposition de loi. Ils veulent, selon eux, et selon l'initiateur et le porteur, ils veulent comme ça verrouiller le poste régalien de la République démocratique du Congo. La présidence, la primature des institutions et autres, la Banque mondiale, la Banque du Congo et autres. Est-ce un péché ou bien cela pourrait toucher ou bien transiter à une personne si on veut sécuriser des postes régaliens de la République démocratique du Congo avec une loi? Très bien. C'est très bien. Il faudrait faire une loi de sécurisation des postes régaliens. Avec des personnes, avec l'identité congolaise, j'ajoute. Avec l'identité congolaise. Très bien. De père et de mère. Faites cette discussion en conformité avec les principes que je vous ai donnés tout à l'heure. Que ce débat que vous menez ne puisse pas énerver l'arsenal juridique qui est dans le pays. Ça veut dire qu'il ne puisse pas aller à l'encontre avec les autres lois. Ça doit être cohérent pour que, quand le juge veut utiliser les lois que vous lui envoyez, qu'il n'y ait pas de contradiction avec l'une et l'autre. Est-ce un péché, professeur, qu'un Congolais d'origine, des pères et des mères, dirige son pays? Là je ne sais pas comment poser la question. Où est-ce que le bas blesse lorsqu'un Congolais de père et de mère veut diriger son pays? Quand je vous entends poser la question... Je suis étonné parce que je suis journaliste. Je vais vous inviter dans une émission en direct. On sera ici. Vous voyez, mon téléphone est en train de sonner. Les Congolais veulent tellement de cette loi. Et nous voulons juste comprendre pourquoi, à quel niveau le bas blesse lorsque l'on veut qu'un Congolais que vous êtes, des pères et des mères, vos enfants, vos arrière-fils, petits-fils, de diriger ce pays. C'est un péché? Très bien. Maintenant, je vais vous répondre parce que moi, je suis un praticien de droit. Vous êtes aussi un chercheur. Je suis l'homme des lois. Ok. Je vous ai dit, chaque fois qu'une idée vous vient en tête, une très belle idée vous vient en tête, et vous voulez la proposer qu'elle soit une loi, veillez que cette loi soit conforme à la Constitution en vigueur. Mais elle est conforme à la Constitution parce qu'en se référant à l'article 10, la loi organique, à l'article 6, plusieurs lois, plusieurs articles, il y a quand même la conformité. Non. Je vais d'ailleurs vous aider à aller vite dans la besogne. Ok. Le débat sur la loi Tchani est déjà clos. On ne peut plus en parler. C'est déjà fini. Pourquoi? Parce que l'honorable Tingi Pouloulou a déjà trouvé une autre formule. Laquelle? Il a trouvé que cette loi est inconstitutionnelle et il a introduit une loi portant révision de 3 articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans la proposition qu'il fait pour modifier la Constitution, il veut qu'on puisse modifier l'article 10,
l'article 72 et l'article 111. On va partir dans l'article 72. Qui doit être président de la République démocratique du Congo? Je crois que c'est ce qui stipule là. Très bien. Ah, merci. Mais vous avez sauté l'article 10. Pourquoi il veut nous avons déjà parlé de l'article 10. Pourquoi il veut qu'on puisse modifier l'article 10 de la Constitution? On a déjà parlé de l'article 10. La télé, c'est les temps. J'aimerais qu'on puisse gagner les temps. Très bien. Allez-y. L'article 72 qui parle de celui qui doit être président de la République. Oui. On énumère de qualité ou bien de compétences qu'il doit avoir. Et en bas, on a les critères d'éligibilité. Voilà. Donc, lui amène le 5e critère d'éligibilité. Et le 5e critère d'éligibilité, il veut que les Congolais soient de père et de mère. Est-ce un péché? Non. Vous voyez, c'est là où se trouve le débat. Ok. Il devrait commencer par là. Il devrait commencer par proposer la révision de la Constitution. Pour qu'on introduise cette notion dans la Constitution. De sorte que quiconque veut devenir président de la République puisse être aussi de père et de mère. Mais si ce n'est pas dans la Constitution, comment on peut retrouver ça dans une loi? Voyez-vous, ils se sont rendus compte du fait qu'ils ont mis les charrues devant les bœufs et ils ont fait rétropédalage. Parce que maintenant qu'ils proposent la révision de la Constitution, les 3 articles de la Constitution, ils ont mis fin au débat sur la loi Tchani. On ne peut plus en parler parce que maintenant on va discuter de la révision constitutionnelle. C'est comme ça en droit. Ok, c'est comme ça en droit. Alors, professeur, je veux juste savoir, est-ce que réviser la Constitution pour sécuriser le poste régalien face à la situation qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo, un pays, 2 enjeux, la RDC, un pays convoité par ce voisin, un pays qui tout le monde devait diriger, il y a eu de brassage et des mixages, vous le savez bien. Et c'est une mauvaise idée de reviser la Constitution selon votre idée, parce que je ne parle plus de la loi Tchani. Et c'est une mauvaise idée de reviser la Constitution pour seulement sécuriser la République. Très cher, Madame Sarah Kabengele. Okay. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que nous sommes en train de discuter à 2 niveaux différents. Voilà. Je suis en train de vous donner comment les choses se font en droit. La procédure pour arriver à modifier les lois en droit. Mais vous êtes resté dans le marketing politique. Non, je ne suis pas resté dans le marketing politique, il ne faut pas dire ça. Non, non. Je suis journaliste, je suis censé de vous poser des questions. Oui. Et que cette question vous plaise ou pas, moi je vais la poser. Oui. Alors vous voulez que je vous pose des questions qui vous plaisent? Non, moi je vous pose des questions de réflexion sur l'État, parce que vous parlez sur le droit, on n'en disconvient pas. Oui. Mais je vous pose la question, est-ce que le droit n'a pas, est-ce que tout ce que nous faisons dans notre pays, le droit a été respecté? C'est la question que je je vous pose avant de répondre à cette question. Est-ce que tout ce que nous faisons en République démocratique du Congo, le droit a été respecté? Mais c'est la conclusion à laquelle vous allez arriver. Avec qui? Avec le public qui est en train de nous suivre. Dans ce pays, on ne respecte ni foi ni loi. Par conséquent, il est inutile d'embrouiller la population avec des propositions de loi au lieu de l'éduquer au respect des lois. Ceux qui nous font la guerre à l'Est, ceux qui infiltrent toutes les institutions de la République, ceux qui nous mettent en insécurité, ceux qui nous tuent, qui violent nos femmes, nos filles et nos jeunes enfants, ce sont des hors-la-loi, des gens sans foi ni loi. Ce n'est pas à ces gens-là qu'on va opposer la loi. Issus de... Ce hors-la-loi vient d'où? En 1997, nous avons vu ces hors-la-loi qui ont traversé la frontière. Ils sont venus de pays voisins. Grâce au brassage et mixage. Non. Avant le brassage et mixage, ces gens qui sont venus... Avec l'entrée de l'AFDEL. Oui, en bottes noires. Ils avaient traversé avec les militaires rwandais, ougandais, burundais et tous les autres. Et ils ont pris le pouvoir par la force. Ils n'ont pas respecté les lois. Ils ont pris la force. Et quand le Mzé est arrivé ici, il a suspendu la Constitution. Il a commencé à gérer par décret. Et il n'y avait pas de loi. Ce que nous sommes en train de vous dire, nous les techniciens des lois, c'est que
Il ne faut pas prendre les circonstances qui sont temporaires. Pour le contexte actuel, du pays. Le contexte actuel du pays nécessite une très grande mobilisation de la population Aussi. à travers les sensibilisations qui obligent l'article 6 de la Constitution. L'article 6 de la Constitution oblige à tous les partis politiques de participer à l'éducation civique, de sorte que les citoyens soient beaucoup plus éveillés. Si tous les Congolais sont éveillés... Mais cette loi n'éveille pas la population face à la convoitise que vit la République démocratique du Congo. C'est depuis 1994 que la partie... Nous sommes en train de parler de la loi Tchani. Non, c'est une... Nous n'avons pas de loi ici. C'est une proposition de modification de la loi sur la nationalité. C'est selon votre conception. Non. Moi, je reste dans la conception universelle, l'information, parce que je dois garder la forme de la communication du journalisme. C'est qu'on appelle dans le public loi Tchani. Ok. L'honorable Singhi Pouloulou, là, dans sa mallette, c'est intitulé... Attends, je vais vous donner l'intitulé exact. C'est la proposition de loi, la proposition de loi portant modification et complément de la loi 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Donc, ce que vous voyez discuter au Parlement, il n'y a pas un texte sur lequel on a écrit loi Tchani. Il y a un texte qui porte sur modification de la loi sur la nationalité. Non, là, c'est seulement pour identifier l'initiateur, quoi. Voilà. C'est une forme de communication qu'on utilise en journalisme. Très bien. Comme si vous proposer une loi, on peut dire proposition de loi de Maître Tshiswaka. Je vous consens. C'est pour la communication. Cependant, lorsque nous venons comme techniciens, nous vous aidons à améliorer cette communication pour que vous puissiez bien le dire à la population. Dites à la population que la loi Tchani dont on parle là, c'est une proposition de modification de la loi sur la nationalité. Ce n'est pas une loi électorale. Vous voyez, la confusion vient d'où? Lorsque on propose des modifications sur la nationalité, et on met des critères électoraux. Non, si vous voulez modifier les critères pour l'éligibilité des personnes, modifiez la loi électorale. Si vous voulez que la Constitution puisse déjà considérer que pour avoir des positions dans le pays au top de la nation, il faudrait modifier la Constitution. Vous ne pouvez pas avoir un texte isolé qui ignore la Constitution et qui est en train de donner des matières qui sont contraires à la Constitution. Et je suis content de l'éveil de l'honorable Singhi Pouloulou. Et vous savez que cette proposition de révision constitutionnelle, il ne l'a fait pas avec Tchani. Il l'a fait avec une autre personne. La proposition de révision de la Constitution qui est introduite à l'Assemblée nationale, elle est portée par l'honorable Singhi Pouloulou, mais elle ne vient pas de Noël Tchani. Donc Noël Tchani sera surpris de constater qu'on est en train de discuter de la révision de la Constitution et on a laissé cette histoire de loi Tchani à côté. Vous avez un problème avec Noël Tchani? Non, pas du tout. Mais écoutez, c'est un monsieur que je suis en train de... C'est votre frère Kassayan aussi, de la RDC aussi. Bon, j'apprends de vous qu'il est mon frère. Comment ça? Mais vous êtes en train de me dire qu'il est mon frère. Oui. J'apprends de vous. Hein? Donc, voyez-vous, donc nous sommes en train de discuter des matières de droit. Comment les choses se font proprement, dans les normes. Alors, dans la règle de l'art, comment ça doit se faire. Si vous êtes intelligent, vous avez de très bonnes idées, voici comment les choses doivent se faire. Il ne faut pas mettre celle-ci avant l'autre. Ok. Vous pouvez dire où le bas blesse. Est-ce que la modification de la Constitution, comme vous venez de le dire, c'est ça qui a un problème, ou bien le moment n'est pas propulse, ou bien c'est une loi qui vise une personne et cela vous choque? Il n'y a rien qui blesse, il n'y a rien qui nous choque. Ce qui nous choque, c'est le non-respect
des procédures dans la proposition des lois. Nous sommes des scientifiques. Les procédures juridiques font partie des lois. Vous savez, pour réviser la Constitution, il faut respecter les articles 218, 219 et 220. Ça vous donne la procédure de la révision de la Constitution. Si vous ne respectez pas ça, vous allez trouver que non, les juristes sont vraiment des mauvais. Or, nous vous donnons tout très clairement. Vous nous demandez toujours, qu'est-ce qui nous choque, qu'est-ce qui nous choque? C'est le respect des normes, le respect des règles, le respect de la Constitution. Je vais poser une question. Vous avez dit que vous êtes chercheur, vous êtes directeur général de l'Institut de recherche des droits humains. Est-ce qu'aujourd'hui, le droit de l'homme en République démocratique du Congo est respecté? Voilà. C'est une question que je pose. Une très bonne question, devrait commencer par là. Il faudrait plutôt voir quel est l'état des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Parce que les droits sont d'une part respectés et d'autre part bafoués. Il faudrait maintenant voir quelle est la balance. Et on peut faire une approche comparative à des périodes. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction ou bien dans la mauvaise direction? Effectivement, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme dans le pays. La violation des droits de l'homme, par définition d'abord, pour comprendre ce qui se passe, c'est l'atteinte aux droits des personnes par les préposés à la gestion de la chose publique. Donc, c'est lui qui a le pouvoir de l'État. Si il ne respecte pas le droit d'une personne, il y a violation des droits de l'homme. Lorsque vous sortez ici, vous pouvez voir beaucoup d'agents sur la route en train de rançonner la population. C'est une violation des droits de l'homme. Lorsque vous apprenez qu'il y a des tensions dans des cachots de l'État, des personnes, sans que ces personnes ne soient entendues par un juge naturel, il y a violation des droits de l'homme. Lorsqu'on arrête votre frère, ou bien on arrache à votre frère, votre soeur, un membre de la famille, sa famille, et plutôt sa maison, sans motif valable, il y a violation des droits de l'homme. Donc, à l'heure actuelle, il y a des violations des droits de l'homme, mais comparativement, par exemple, aux 30 dernières années, la population congolaise fournit un très grand effort pour qu'elle puisse conserver les meilleurs droits civils et politiques, les libertés publiques dans la bonne direction. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a instauré l'état des droits, proprement dit, au vrai sens du mot, vous êtes un homme de droit? Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui établit l'état de droit. Il faut plutôt demander, est-ce que la population a réussi à faire avancer... Et un programme de gouvernance que Félix Tshisekedi a mené, parce que depuis 1960, vous le savez bien, nous avons vécu la dictature de Mobutu. Laurent Désiré Kabila, vous venez de dire tantôt ici qu'on n'a pas... Il a aboli la Constitution et nous avons travaillé avec des décrets présidentiels. Joseph Kabila a mis la Constitution de 2006. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi je vous pose la question s'il a réellement instauré l'état de droit. Vous le constaterez, d'ailleurs, ici à Kinshasa. Je ne peux pas constater, c'est vous qui êtes chercheur. Je suis en train de vous donner des éléments qui vous permettraient de constater avec moi qu'il y a une très forte liberté d'expression du fait que, comptez le nombre de chaînes de radio et de télévision qui permettent l'expression libre, qui permettent les libertés d'opinion. Chaque fois, il y a des marches. Sous le régime de Kabila, vous avez constaté qu'il y avait des répressions. Et cette fois-ci, vous suivez qu'il y a des marches régulièrement et des gens qui arrivent même chez eux sans qu'on puisse les réprimer. Donc, sur ce point de vue, il y a une très grande évolution. Il y a une très grande évolution en matière de liberté publique. À ce niveau-là, nous pouvons dire que non, bon, bravo, coup de chapeau, parce que nous sommes en train d'avancer. Nous allons encore évaluer, peut-être dans les 10 prochaines années, où est-ce que nous en serons. Félix Tshisekedi a-t-il libéralisé la justice congolaise? Non, écoutez, là, il y a à boire et à manger. Libéraliser la justice congolaise et bien administrer la justice congolaise, c'est deux choses différentes. Expliquez-vous. Vous savez, ce n'est pas seulement moi qui le dis, même le président de la République et même les magistrats eux-mêmes le disent, ensemble avec les avocats, que l'appareil judiciaire est complètement corrompu. Ça, c'est une matière que la population, les justiciables se plaignent
Regardez, si vous allez dans certains territoires, il n'y a même pas d'infrastructure pour administrer la justice. Et dans d'autres, là où il y en a, la justice équivaut à celui qui a plus d'argent, c'est celui qui gagne. Mais cependant, nous devons aussi reconnaître que certains procès exemplaires ont été publiés pour que la population puisse au moins se rendre compte que nous sommes en train d'aller dans une certaine direction. Ça, c'est un très grand chantier que la population a l'obligation de suivre. On va se séparer avec vous. Vous êtes chercheur, vous êtes directeur général de l'Institut de recherche des droits humains en République démocratique du Congo. Vous êtes beaucoup plus, vous êtes en train de vous dévoiler à Lubumbashi, amis téléspectateurs. C'est notre invité de ce soir, Maître Chiswaka Masoka Huber. Il est avocat, défenseur des droits de l'homme. J'aimerais poser une question. Vous êtes un homme de droit, vous avez parlé ici, je vous ai entendu. Aujourd'hui, le procès Matata Pognon, il s'avère que la Cour se déclare toujours incompétente. Est-ce que dans une nation, faut-il avoir de personnes qui ne peuvent pas être traduites en justice ou bien être jugées? Je ne sais pas le mot qu'il faut employer. Attention avec ça, il y a certains jugements qui sont tout à fait techniques. Si la Cour de cassation s'est déclarée incompétente, c'est parce qu'il y avait déjà des poursuites engagées au niveau de la Cour constitutionnelle. Je pense qu'à la mingité, comme disent les Quinois, on pourra entendre le procureur près la Cour constitutionnelle de faire un autre mandat pour qu'il soit jugé à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas pour dire qu'il restera à jamais impuni. Attendez, laissons voir les choses. Laissons voir les choses. Voilà, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi, Sarah Kabengele, à la grande envergure, d'être à la présentation de cette belle émission. Nous avons reçu un chercheur, vous avez compris, on a parlé en français, mais il fera le plaisir de conclure avec un 2 mots en lingala. Je ne sais pas, ça ce sera magique, mais on va essayer. Alors, professeur, nous sommes à la fin avec vous, maître. Votre mot de la fin. Voilà. Mot de la fin. Un message à l'honorable Ntingi Pouloulou, je suis. Et puis un message à moi, Namboka Noël Chani. Pour na bandela na honorable Ntingi Pouloulou, nakanisi il faudrait kolanda mingi makambo ya révision constitutionnelle. Pour wana il faudrait lisusu otala ndenge nini o makambo okiko abotir. Pour Noël Chani, nakanisi au débat ya loi Chani et sili pour siko tozali ko discuter makambo ya révision constitutionnelle. Marketing politique ko ekiko telemela wana. Voilà, marketing politique ko ekiko telemela wana. Wana marketing, c'est marketing politique et ça. Bon voilà, to komina suka. Alors maître, pour vous joindre ou bien quelqu'un veut adhérer à cet institut, c'est seulement à Lubumbashi et c'est à Kinshasa, il n'y a pas de centre d'encadrement? Non, nous n'avons pas encore ouvert de bureau de recherche ici à Kinshasa. Nous sommes encore à Lubumbashi. Nous fournirons un effort pour avoir de partenaires permanents à Kinshasa pour que ce qui se passe à Kinshasa ne puisse pas être loin de nous. Voilà, c'en est fini. C'était un réel plaisir pour moi, Sarah Kabengele de Métal, la grande envergure des Katolobaka. Samedi 22h10, dimanche 8h15, mardi 23h45. Les pètes sur la Kamasaba, République démocratique du Congo, 081 83 27 468. Les numéros de Tikarabi sur l'interaction avec vous. Ce qui m'a mettre à lobby et des plérios, le droit de réponse est tellement autorisé à tout le monde parce que Ting Télévision, c'est la chaîne de l'hygiène alimentaire, mais aussi la chaîne de la démocratie. Pour opposition, majorité, vous allez émettre vos points de vue parce que ici, c'est d'abord l'information. Les Katolobaka, tant que la RDC existera, subsistera, Bisoto Solaka, Mbokato, mon ami, Mikolo, Mi Zadikoya. Au revoir. Très bien. Au revoir.